8h42 sur Europe 1, l'heure de retrouver la revue de presse avec Jacques Serret à la une ce matin des journaux. Jacques, la France qui doit donc faire des économies. Macron contraint au tour de vis, titre l'Opinion, au lendemain de la prise de parole de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie annonce réviser à la baisse la croissance pour 2024 de 1,4 à 1% et le quotidien libéral de faire ce constat. Cette fois, il va falloir tailler à la hache, bien au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent. Bercy doit trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Il faut à tout prix éviter la réduction des déficits promises. Tenir la réduction des déficits promises à 4,4% du PIB en 2024, explique le journaliste Marc Vigneault, toujours dans l'Opinion, sous peine de voir la note du pays dégradée par les agences de notation à quelques jours des élections européennes. Croissance, dette, la France en risque, écrit à la une Les Échos. C'était inévitable, juge de son côté Le Figaro. Le budget est obsolète, écrit Julie Ruiz-Pérez, alors que les prochains verdicts de Fitch et de Moody's sont attendus dès le 26 avril. Et la décision la plus sensible, celle de Standard & Poor's, devrait quant à elle être rendue fin mai. Le Parisien y voit le risque d'un boulevard pour le Rassemblement national, déjà grand favori du scrutin. Pour rappel, Lionel, les élections européennes auront lieu le 9 juin. Oui, effectivement. De politique, justement, il en est question dans l'Humanité. Ce matin, le journal fondé par Jean Jaurès a obtenu une interview exclusive d'Emmanuel Macron. Macron face à l'Humanité, titre le quotidien communiste, avec à sa une en photo le président assis à son bureau, les mains jointes. Une interview dans le quotidien communiste à 2 jours de l'entrée au Panthéon des résistants communistes Missak et Méliné Manoukian. En 120 ans d'histoire, l'Humanité n'avait jamais réalisé d'entretien avec un président de la République en exercice, se félicite le journal. 4 rédacteurs du titre ont été conviés à l'Élysée vendredi dernier en fin de matinée. Ici, pas de questions sur les comptes publics ni sur la dette. En revanche, l'ancien locataire de Bercy, aujourd'hui à l'Élysée, n'accorde aucun crédit au Rassemblement national. Interrogé sur l'invitation protocolaire adressée à Marine Le Pen pour la panthéonisation de Manoukian mercredi, le chef de l'État s'explique. Les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manoukian, mais je ne vais pas, moi, par un geste arbitraire, en décider. Le président qui refuse de mettre sur le même plan les élus de la France insoumise et ceux du RN, je ne pose pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Ce distinguo suffit à dire où j'habite, lâche celui qui était membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009. Emmanuel Macron qui aborde une semaine qui s'annonce de nouveau très chargée. La colère des agriculteurs pourrait de nouveau éclater. Sur ce point, le président français est loin d'être seul. Le président indien Narendra Modi est lui aussi confronté à une fronde. Oui, le journal Les Échos prend du champ. Il nous emmène ce matin en Inde où environ 30 000 paysans sont bloqués par les forces de l'ordre à 200 km de la capitale. Tous comptent gagner Delhi pour mettre la pression sur le gouvernement de Narendra Modi, nous apprend le correspondant Clément Perruche. En Inde, le secteur agricole qui représente 15% du PIB est en crise. À 7000 km de Paris, les mots MAUX ne sont pas si éloignés. Les revenus agricoles stagnent quand les coûts de production, eux, ont explosé. L'un des principaux syndicats agricoles indiens demande la mise en place d'un prix minimal garanti pour toutes les cultures et l'effacement des dettes qui asphyxient certains agriculteurs. La crise agricole également présente dans Le Parisien. Macron et Attal sur le qui-vive, écrit Olivier Beaumont. Le chef de l'État doit inaugurer samedi le salon de l'agriculture, mais il ne devrait pas dépasser les 14 heures de présence dans la plus grande ferme de France, comme en 2019, croit savoir le journaliste politique. L'entourage du chef de l'État fait savoir qu'il va plutôt privilégier la qualité du temps passé qu'à chercher à battre des records. Et pour cause, l'accueil s'annonce glacial. Un proche d'Emmanuel Macron fait cette confidence aux Parisiens. On est lancé dans une course contre la montre pour déminer tout ce qu'on peut déminer. Et ensuite, advienne que pourra. Un mouvement qui sera déjà très visible aujourd'hui à Marseille. Le retour de la colère, titre la Provence. Le monde paysan, mécontent de l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre ses promesses, se mobilise à nouveau. Et ça reprend dès aujourd'hui. Les différents convois d'agriculteurs se rassembleront à 10h dans l'hypercentre de Marseille, au niveau du Mucem. Le cortège doit se diriger ensuite vers la Canebière, d'où il descendra jusqu'au Vieux-Port. De fortes perturbations sont évidemment à prévoir, annonce le quotidien régional. Et à la une de la Provence, il est aussi question d'une terrible agression, Jacques. Celle d'une femme de 82 ans. Cette habitante de la Penne-sur-Yvonne, petite ville de 7000 âmes dans les Bouches-du-Rhône, se trouvait dans sa maison samedi, en début d'après-midi, lorsqu'un cambrioleur a fait irruption chez elle. Il était un peu moins de 14 heures, dans ce quartier paisible où il fait bon vivre, un peu à l'image de ce village où il ne se passe pas grand-chose, peut-on lire dans la Provence. L'octogénaire, récemment veuve, comme l'indique sa fille, était en train de regarder la télévision.
L'individu agressif lui aurait ordonné de lui remettre des sous et des bijoux. La scène a alors basculé dans le sordide. Devant le refus de la victime, le malfaiteur aurait commis une agression sexuelle avant de prendre la fuite. L'octogénaire évoque des faits de viol, indique le parquet à la Provence. À l'hôpital, la dame âgée est parvenue à fournir aux enquêteurs une description précise du profil de son agresseur. Un homme de 35 ans, déjà condamné pour intrusion, a été interpellé. Ce que ne dit pas la Provence, mais qu'Europe 1 est en mesure de vous révéler, c'est que l'homme soupçonné est un clandestin guinéen qui a fait l'objet depuis un mois d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Jacques, vous nous parliez de la dette au début de votre revue de presse. Il est parfois possible de la racheter ? Oui, et ça s'adresse aux fumeurs. Une nouvelle étude révèle qu'arrêter la cigarette avant 40 ans permet de retrouver son espérance de vie de non-fumeur. Prendre cette décision avant 40 ans permet quasiment de remettre les compteurs à zéro, explique le Figaro. Selon les scientifiques, les personnes qui arrêtent de fumer avant leur entrée dans la quarantaine peuvent espérer vivre aussi longtemps que celles qui n'ont jamais fumé. Les chercheurs ont analysé les données de santé de près de 1,5 million de personnes suivies pendant 15 ans. Se racheter une santé serait donc possible. Et en plus, ça fait des économies. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Jacques Serret.